bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire de tout l'océan Indien entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler de l'eau à Mayotte, et Dieu sait que c'est important. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Pourquoi on va encore parler de l'eau aujourd'hui ? Parce que, comme vous l'avez dit, l'eau c'est important, mais surtout parce que sa qualité et sa quantité sont de plus en plus remises en question par les atteintes à l'environnement de l'homme, et que sans eau nous ne vivons pas. Donc c'est vraiment très important de sensibiliser le plus grand nombre à protéger cette eau. Oui, agir au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir que les sols de Mayotte ont de plus en plus de mal à absorber l'eau de pluie à cause notamment de la déforestation et des actions de l'homme. Notre équipe est allée sur le terrain pour nous faire découvrir en images les conséquences sur les sols et donc sur l'eau des activités humaines inappropriées. Puis sur le plateau, avec nos invités, on aura Ismaël Chanfi, chef du bureau d'études et aménagement du conseil départemental. On aura également Nawirou Vitas, service eau potable au SIAM. On aura également Frédéric Tronel, hydrogéologue agréé et aussi patron du BRGM. Et enfin, on aura Christophe Riegel, responsable de la cellule eau alimentation, service santé environnement à l'ARS. Bien évidemment, nous retrouverons Anne-Constance Onguena à la fin de cette émission pour évoquer les chiffres clés. L'érosion, on en voit les marques sur les collines. Quand on part en randonnée, à pied ou même en voiture, ça devient de plus en plus flagrant. Ce qu'on sait moins en l'occurrence, c'est que la déforestation et l'érosion fragilisent la ressource en eau. Nos équipes sont parties sur le terrain. Regardez ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. À Mayotte comme ailleurs, les ressources en eau disponibles sont en quantité limitée. Croissance démographique, urbanisation, défrichement, déforestation, prélèvement, les ressources superficielles et souterraines tendent à diminuer en raison des activités humaines. Ce phénomène est parfaitement visible à la rivière de l'Ouroveni, qui doit régulièrement être alimentée par la retenue collinaire de Combani. Il y a 10-15 ans, cette rivière, on pouvait avoir jusqu'à 50 cm d'eau au-dessus du captage en saison sèche. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des rehausses pour pouvoir prendre de l'eau. Et par moment, ça ne suffit pas, il n'y a pas d'eau du tout. On est obligé de faire des lâchers d'eau depuis ici pour augmenter le débit d'eau qui est dans la rivière et permettre de capter l'eau à travers ce captage. Le débit des cours d'eau dépend de la capacité infiltrante du bassin versant. Lorsque ce dernier est mis à nu, le couvert végétal ne retient plus l'eau et la pluie ruisselle jusque dans la mer. Au-delà de l'envasement du lagon, se pose la problématique de la mise en danger des ressources en eau. Afin de pallier ces phénomènes, les agents du service des ressources forestières du conseil départemental mènent des actions de reboisement. C'est le cas au niveau du bassin versant de la retenue collinaire de Dzomonier, même si la tâche est loin d'être aisée. Avant, il y a eu des activités agricoles ici, intenses, qui ont accéléré jusqu'à ce que la maïs en question devienne padza. Donc derrière ça, le département a engagé beaucoup de moyens et a reboisé tout cet espace ici. Donc il y a eu ce pouvoir de reconquérir le couvert végétal. Et aujourd'hui, on constate que des occupants sont revenus sur place, couper les arbres, brûler. Et à la place, ils ont mis des maniocs, ils ont fait une monoculture. Pour mettre fin à ces mauvaises pratiques, les agents assermentés du conseil départemental procèdent à des rondes. Ils peuvent également, le cas échéant, délivrer des amendes aux individus pris en flagrant délit. Quand on est sur le terrain, on est en tenue, donc surtout quand on est accompagné au niveau de la FBI ou bien l'ONF ou la gendarmerie, donc là avec les infractions qu'on trouve dessus, donc on peut verbaliser les PV puis on les envoie au niveau de la procureure. Donc toute personne qu'on peut avoir sur les sites du conseil départemental, donc il est en train de faire du délit, du frichement, donc peut être verbalisée avec nos missions. Si cette répression et la présence des agents ont un aspect dissuasif,
La protection des ressources en eau passe aussi et surtout par des actions de sensibilisation auprès de la population. La répression, certes, c'est efficace, mais si la personne n'a pas conscience pourquoi je ne dois pas faire ça, la personne ne va pas l'accepter facilement. Mais pour moi, si tout le monde s'y met et que tout le monde se dit on a besoin d'eau, et donc si je fais ça, la conséquence serait sur l'eau potable, eh bien, au fur et à mesure, avec le temps, les gens vont se dire « Ah ben c'est vrai, ils ont raison ». Convaincre de la nécessité de protéger cette ressource vitale, voilà le défi que doivent aujourd'hui relever les autorités afin que les épisodes de sécheresse à Mayotte fassent définitivement partie du passé. Merci à Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. Allez, retour sur le plateau avec nos invités qu'on va vous présenter. Ismaël Chamfi qui est avec nous, chef du bureau d'études et d'aménagement au conseil départemental. Ismaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a également Nawirou Vita, service eau potable au SIAM. Nawirou, bonjour. Bonjour Patrick. On a Frédéric Tronel qu'on connaît bien sur ce plateau, boss du BRGM, mais également hydrogéologue agréé. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Et puis bien sûr Christophe Régiel, responsable de la cellule eau d'alimentation, service santé environnement à l'ARS. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors première question, elle va être évidemment pour Nawira. Pourquoi est-ce que c'est si important de préserver l'eau ici à Mayotte? En quoi c'est vital? Eh bien, tout simplement, toute la distribution de l'eau dépend entièrement des cours d'eau. Oui. Et aujourd'hui, on constate de plus en plus un débit très faible des cours d'eau. Oui. Et donc, préserver la ressource en eau, c'est aussi préserver notre alimentation en eau potable. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, comment l'eau de pluie recharge nos nappes phréatiques? Eh ben, on constate que de plus en plus la déforestation est très visible et le couvert végétal est parti entièrement en fumée. Et donc le phénomène de recharge des nappes, c'est à travers les racines des arbres et le couvert végétal qui, lorsqu'il pleut, les précipitations s'infiltrent à travers les racines et rejoignent la nappe phréatique. Et donc, le sol constitue une éponge pour l'alimentation de la nappe phréatique. En absence de couvert végétal, cette éponge est très sec. Et donc, et c'est pour ça que ça marche moins bien aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Si on n'inverse pas les tendances, qu'est-ce qui risque de se passer sur Mayotte? Clairement. Si on n'inverse pas les tendances, eh bien, clairement, on risque d'être confronté à une problématique d'alimentation en eau, c'est-à-dire la ressource s'amoindrit, les débits de cours d'eau vont disparaître, et la seule solution qui nous reste, ce serait le dessalement d'eau de mer. Et il faut savoir que si on arrive à ce stade-là, le prix de l'eau serait multiplié par 10. Oui, évidemment. Christophe, on a bien compris ce que vient de nous expliquer Nawirou. Si l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, donc elle ruisselle, et elle va où cette eau alors? Cette eau, si elle ruisselle très, très vite, elle va rejoindre directement le lagon sans passer... Et pourquoi elle passe pas par la rivière? Elle va passer par la rivière, ça, forcément, mais elle va ruisseler très rapidement. Elle va entraîner avec elle tout un tas de pollutions qu'on va avoir du mal à gérer au niveau des captages d'eau, avec une qualité d'eau qui va se dégrader, parce qu'elle n'a pas eu le temps de ruisseler suffisamment longtemps pour que l'environnement fasse son travail. Oui. Et donc, on va avoir des problèmes de qualité d'eau et des difficultés pour la traiter. Ismaël Chamfi, en quoi lutter contre la déforestation va augmenter la quantité d'eau dont on a besoin? Alors, en fait, il y a un constat qui a été fait pour dire que l'eau que l'on consomme provient spécifiquement de la pluie. 65% de la ressource en eau provient de ce qu'on appelle les nappes phréatiques supérieures, dans les étages supérieurs,
C'est-à-dire de surface, quoi, de en fait. surface. Ouais. Et puis, dans les profondeurs, on a les nappes captives qui sont à 30%. Et l'eau de mer, bien sûr, que l'on peut faire des salements à 5%. Donc, l'on voit très, très bien que l'eau vient de la pluie. Et la pluie, elle ne peut pas traverser la terre et entrer dans les profondeurs s'il n'y a pas de forêt. Et si on a des quantités, ou bien si on a des surfaces plus grandes de forêt, là, on pourra effectivement préserver et emmagasiner plus d'eau. Donc clairement, il faut lutter contre la déforestation. Qu'est-ce qu'on fait, j'allais dire, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait d'une manière générale pour lutter contre la déforestation? Alors nous, pour lutter contre la déforestation, le service du conseil départemental, le SRF, on mène plusieurs actions, notamment des actions de surveillance et de police forestière. Ce sont des luttes contre les défrichements, ce sont des luttes contre les dépôts de déchets, tout ça. Mais en plus, on mène aussi des actions de reboisement. D'accord. De reboisement, notamment le reboisement du bassin versant, le reboisement des padzas, des actions de sylviculture, tout ça dans l'objectif de préserver la forêt pour que l'on ait de l'eau. Alors, Christophe, on va revenir vers vous parce que préserver l'eau, c'est aussi faire attention aux espèces envahissantes, notamment du côté des retenues collinaires. Oui, tout à fait. Au niveau des retenues collinaires, on peut avoir des problèmes de qualité d'eau avec des espèces envahissantes. Les retenues, ce sont des plans d'eau avec de l'eau qui stagne, à faible renouvellement. Donc c'est favorable à une eutrophisation de l'eau. Et donc, par exemple, sur les retenues collinaires, depuis quelques années, on a des problèmes d'une espèce qu'on appelle les cyanobactéries, qu'on appelle aussi des algues, parce qu'elles se rapprochent très près d'algues, mais ce sont bien des bactéries, et qui nous posent des soucis au niveau de la qualité, pour pouvoir traiter l'eau de manière convenable et sécuritaire. Frédéric Tronel, souvent on entend parler de périmètre de captage. Alors c'est quoi périmètre de captage? C'est quoi un périmètre de captage? Alors je vais parler de périmètre de captage, de protection de captage au pluriel. C'est un moyen de protection notamment réglementaire, autour des captages d'eau, que ce soit des eaux superficielles, que ce soit des eaux de forage, que ce soit des prises d'eau en rivière. On va instaurer un périmètre de protection immédiate, c'est-à-dire c'est un périmètre qui fait quelques centaines de mètres carrés, qui va être clôturé, qui va être acquis en pleine propriété par la collectivité ou le syndicat, qui va interdire l'accès au captage à toute personne étrangère à l'exploitation. Pourquoi c'est important de protéger l'endroit? C'est une protection immédiate pour éviter que les gens aillent simplement déverser ou souiller le captage à proprement dit. Après, on établit un périmètre de protection rapproché qui est très important. Ce périmètre de protection rapproché peut avoir quelques hectares à plusieurs centaines d'hectares, et il va être défini en fonction notamment de la vulnérabilité de la ressource en eau. Qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est tout simplement la facilité avec laquelle un polluant va atteindre la ressource en eau. Je m'explique, une ressource en eau superficielle est très vulnérable. On déverse un bidon et directement on a une pollution. Une ressource en eau souterraine, protégée par quelques mètres ou quelques dizaines de mètres de formation argileuse, va être beaucoup moins vulnérable. Donc, un périmètre de protection immédiate, un périmètre de protection rapproché et éventuellement un périmètre de protection éloigné qui est facultatif, mais dans lequel on instaure plus des recommandations, alors que dans le périmètre rapproché, on met des interdictions, on met des servitudes. Et donc des amendes? Alors ça, je dirais, c'est le rôle de la police. Mais aujourd'hui, le but de la définition des périmètres de protection, c'est d'arriver à une DUP, arriver à un arrêté préfectoral qui va réglementer un petit peu les activités au sein de ces périmètres. Christophe Riegel, qui gère les périmètres de captage?
Alors les périmètres de protection sont de la responsabilité du maître d'ouvrage. Et à Mayotte, le maître d'ouvrage, c'est le syndicat d'eau, c'est le SIAM, qui a la compétence eau sur Mayotte. L'ensemble des communes de Mayotte ont délégué cette compétence eau au SIAM. Et le SIAM a donc la responsabilité de distribuer de l'eau potable en permanence sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Et dans ce cadre-là, c'est eux qui sont responsables de la protection des captages pour limiter le risque de pollution et de dégradation de la qualité de l'eau. Messieurs, comment on peut arriver à faire comprendre, parce qu'on a bien compris l'importance du périmètre de captage, mais comment on peut arriver à faire comprendre à la population que c'est vital, que c'est primordial de ne pas accéder à ça? C'est quoi? C'est que de la communication? Alors c'est de Ou est-ce qu'il faut passer par la phase répréhension? Tous les leviers seront bons, donc la communication, la sensibilisation, la bonne compréhension des phénomènes, ce qu'on vient de parler aujourd'hui, qui explique pourquoi c'est si important. Il y a la répréhension aussi, si on n'arrive pas à faire changer les choses, il faut aussi passer par le moyen répressif à un moment donné. Et puis, faut essayer d'expliquer au maximum que l'eau, au bout d'un moment, on n'arrive plus à la traiter, ou alors difficilement, et plus ça va être difficile, plus ça va coûter cher, et plus les risques seront importants de dégradation de la qualité de l'eau. Naouirou, est-ce qu'on est vraiment en danger, ou est-ce qu'on fait essentiellement de la communication pour faire peur au cas où, ou alors il y a vraiment danger? Il y a vraiment danger aujourd'hui, tout simplement parce que on constate en période de pluie, par moment, on n'arrive pas à traiter l'eau dans les stations. On est obligé d'arrêter de prélever l'eau, et arrêter de prélever l'eau, c'est arrêter les stations, ne pas produire, et donc ça peut avoir comme conséquence un manque d'eau dans certains villages. Donc le danger est réel. Ouais. Frédéric, ça reste jouable? On peut arriver avec ce système de périmètre de captage, et donc je sais pas si on dit les captations qu'on peut faire, ou les captages, parce qu'en télévision on dit captation, dans les captages, est-ce qu'on peut effectivement arriver à s'en sortir? Oui, bien sûr. C'est jouable. Bien sûr que c'est jouable. Aujourd'hui, on a parlé des problèmes d'érosion, de déforestation, mais aujourd'hui, faut envisager des mesures de pérennisation de la ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle des deux problèmes qu'on a évoqués, mais demain, ça peut être des problèmes de pollution à cause de l'installation d'industriels ou à cause d'une surexploitation agricole. Aujourd'hui, voilà, on protège, et on protège pour nos enfants et pour que la ressource perdure. Ouais. Donc il faut aujourd'hui envisager les actions qui sont nécessaires. Il y a une prise de conscience aussi de la population, je pense, qui est nécessaire. Ouais. Et puis des mesures réglementaires, des servitudes, des recommandations, des interdictions qui permettront de protéger tous les captages et toute la ressource en eau. Pas forcément eau potable d'ailleurs. Ouais. L'eau de manière générale. Ismaël, vous aurez le mot de la fin. Incontestablement, le peu d'eau qui tombe sur Mayotte, il va falloir qu'il s'infiltre. Il va falloir qu'il réalimente nos nappes phréatiques. Ça passe par le combat contre la déforestation. Est-ce que nous, au quotidien, on n'est pas des entreprises, qu'est-ce que nous, on peut faire au quotidien? Comment on peut agir pour l'environnement au quotidien? Au quotidien, c'est une prise de conscience de chacun. Déjà. Ouais. Et puis pour nous, les agents du département qui sont chargés de cette affaire, en fait, sensibiliser en amont et voir les gens qui sont en train de faire les déforestations et leur dire d'arrêter. Et puis on leur dit d'arrêter, ou on dénonce, j'aime pas ce mot-là, on dénonce. On doit le dire aux autorités. Nous, on le dit aux autorités. On le dit aux autorités. Ça passe même par des procès-verbaux qui conduisent à comparaître devant le tribunal. Ouais. On va reparler de tout ça avec Anne-Constance et notamment ces chiffres. Vous avez bien, elle aime les chiffres, Anne-Constance Onguena. La forêt mahoraise se porte comment, Anne-Constance? Elle se porte moins bien qu'elle ne s'est portée, puisqu'il n'y a plus que 6 000 hectares de forêt, alors qu'il y en avait 11 000 dans les années 90. Donc elle est en train progressivement de disparaître. Là aussi, c'est pas juste un appel au secours. On est dans la réalité. C'est des faits, bien sûr. Ouais. Et pour aller encore plus loin, puisque Madagascar est juste à côté, si le rythme de destruction actuel de la forêt de Madagascar continue, c'est-à-dire 250 000 hectares par an, dans 10 ans, il n'y aura plus de forêt à Madagascar. Et ça aura des conséquences sur les précipitations à Mayotte. Quelle proportion du territoire est soumis à un risque naturel à Mayotte? 80% du territoire est soumis à un risque naturel, et le risque inondation, qui est un risque naturel, concerne les 17 communes.
Donc l'eau qui ruisselle très vite dans les rivières peut rapidement générer des inondations. Quelle est la part du territoire qui est concernée par une érosion des sols liée à l'eau, évidemment? 12%. 12% du territoire peut être... C'est beaucoup ou pas? Oui, c'est beaucoup, parce que ça veut dire que 12% du territoire peut subir des ruissellements très rapides d'eau en emmenant avec lui de la terre. Ouais. Les ressources en eau aujourd'hui à Mayotte pourraient s'avérer insuffisantes. Est-ce qu'on a des prévisions? Est-ce qu'on peut se projeter? Oui, si on lit le SDAGE, on voit que dans les prochaines années, 14 000 mètres cubes par jour d'eau pourraient manquer, ce qui représente la consommation à peu près journalière de 94 000 Français et de 280 000 Africains. Il nous reste une poignée de secondes. J'aimerais revenir avec vous, messieurs, sur la manière, quel est le message aujourd'hui que l'on peut faire passer pour que tout le monde ait conscience de la problématique de l'eau? Naouirou. À mon sens, c'est une chose importante, c'est que tout le monde doit savoir que il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, tous les villages de Mayotte, il y avait des rivières. Oui. Et aujourd'hui, il suffit juste de regarder là où il y a la rivière et de lever sa tête et voir qu'est-ce qui se passe au-dessus de nous. C'est la déforestation et c'est pour ça que ces rivières sont taries aujourd'hui. On peut parler franchement, pourquoi on arrive à ce type de résultat? Est-ce qu'il pleut moins qu'avant ou on est trop nombreux sur cette île? Quelqu'un peut répondre à cette question? Ismaël? Il y a les deux. Oui. Il y a les deux. Il pleut moins, comme l'a expliqué Constance. À Madagascar, si on continue à déforester, ça aura des impacts sur Mayotte. Donc là-bas, on a commencé, on continue. Donc certainement qu'ici, il y a moins d'eau parce que là-bas, on continue. Et encore ici à Mayotte, comme on continue, ça ne peut que accentuer les choses. Frédéric, pour conclure. Alors, il y a un problème quantitatif qui est avéré, mais il ne faudrait pas oublier le problème qualitatif aujourd'hui. Il faut conserver un bon état de la ressource. Il faut veiller à toutes les activités qui ont lieu de façon à ne pas polluer et à ne pas dégrader les différents milieux. Plus que jamais, vous l'avez entendu, que ce soit avec Ismaël, Frédéric ou Naouirou ou Christophe ou même encore Anne-Constance, on est directement liés à notre région. Ce qui peut se passer à Madagascar, peut avoir des conséquences sur Mayotte, qui peut se passer aux Comores, peut avoir des conséquences sur Mayotte également. Donc, plus que jamais, on doit regarder autour de nous et arriver à vivre tous ensemble avec les problématiques que l'on connaît. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci Anne-Constance, merci Naouirou, merci Ismaël, merci Frédéric, merci Christophe pour toutes ces lumières, parce qu'on a besoin de comprendre et surtout d'alerter. Moi, je vous retrouve très vite, mais ce sera la semaine prochaine, pour un nouveau numéro d'APE. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao.